Merci aux organisateurs de cette journée, Johan et Marie-Ève, le professeur Isner. Bon, moi, je suis le naïf de l'étape. Je suis un peu le naïf de l'étape dans ce domaine-là. Johan m'a dit, tu vas faire une analyse de la littérature sur le PRP muscle, en sachant que voilà, je suis un peu méthodologiste dans l'âme. Et puis deuxièmement, je travaille beaucoup dans les maladies neuromusculaires et du coup j'ai quelques connaissances sur le neuromuscle en centre de référence puisqu'on s'occupe de patients qui ont des myopathies. Et donc ça m'a permis de voir s'il y avait des liens. Mais pour revenir au sujet, donc les lésions musculaires du sportif, vous savez que c'est très fréquent, prévalence parfois jusqu'à 55%. Mais on va dire que c'est 10%, un peu plus chez l'homme que chez la femme, moins chez les jeunes, plus le membre inférieur qui est un membre portant que les membres supérieurs, et des localisations, vous voyez, qui sont plutôt les ischios, le quadriceps, le triceps et les adducteurs, et puis aux membres sup, chez les tennisman, vous voyez, trapèze, pectoraux, biceps, triceps, et donc les sports, foot, rugby et tennis. Si vous regardez donc la bonne classification du Rodino et Brasseur, vous pouvez classer finalement vos lésions en grade 1, 2, 3 et 4 ruptures qui parfois demandent un avis chirurgical, mais on pourrait imaginer une thérapie régénérative, puisque finalement quand on parle de PRP, on parle de thérapie régénérative. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors vous avez des lésions qui vont maintenir la matrice extracellulaire, il y a juste une lésion des fibres. Il y a des lésions où la matrice extracellulaire elle est rompue et donc les fibres vont peut-être avoir plus de mal pour recoller, puisque il faut imaginer que votre matrice extracellulaire c'est un rail, c'est un échafaudage qui permet aux cellules de se contacter. Et puis il y a des lésions en grade 3 où il y a un hématome et souvent il est recommandé quand même au médecin du sport, s'il y a un gros hématome, de le ponctionner pour permettre la régénération. Donc la question déjà c'est si on fait une thérapie régénérative, c'est dans quel grade on pourrait le faire. Moi pour ma part comme ça, le naïf de l'étape, je dirais le grade 2 et le grade 3. Mais on se rend compte dans les études en fait ils le font dans le grade 1. Pourquoi ? Voilà, c'est une question que je pose. Donc vous avez ensuite les phases de rééducation, puisque en fait quand on parle de lésion musculaire, il faut bien comprendre que le gold standard de la lésion musculaire, c'est les thérapies physiques. Donc faire du PRP sans thérapie physique, ce serait très mauvais. Et donc finalement quand vous comparez des études de lésions musculaires, il faut se poser la question, mais c'est quoi le traitement usuel de la lésion musculaire, quoi ? Parce que ça va jouer quand même sur vos résultats. C'est pas juste le PRP, c'est le programme en entier. Et donc on va discuter de ça également. Vous pouvez voir que finalement un grade 1, ça va être résolutif en 5 jours. Alors, pourquoi faire du PRP ? Je vois pas trop. Donc éventuellement, moi je réserverai au grade 2 et 3 peut-être. Mais c'est à discuter avec l'audience, c'est pour ça qu'on est réunis ce matin. Donc la deuxième chose, c'est les récidives. Vous savez qu'une lésion musculaire peut récidiver. Donc c'est 16 à 34% dans l'année qui suit une blessure initiale, et ça peut être jusqu'à 63% dans les ischio-jambiers. Donc la question, c'est si je fais une thérapie régénérative en plus de ma rééducation habituelle, est-ce que je vais éviter des récidives ? Donc là, je vous ai mis finalement cette fibre musculaire, vous voyez, cette fibre musculaire, c'est une fibre dite bloquée en post-mitotique, puisque vous savez que les fibres musculaires, elles se divisent jusqu'à l'âge embryologique, et ensuite, en fait, il y a des facteurs de transcription dans les noyaux qui font que la cellule est bloquée. Donc il n'y a pas possibilité de multiplication des fibres musculaires, il n'y a qu'une possibilité de régénération. Cette régénération, elle est possible par les cellules satellites qui sont autour des lames basales, cellules satellites qui peuvent être stimulées par des facteurs qu'on ne connaît pas très bien pour que ces cellules prolifèrent, se dédifférencient, et la dédifférenciation va boucher le trou de la lésion de cette fibre musculaire. Donc
l'hypothèse du PRP, qui est un traitement de thérapie régénérative, c'est que ça stimule ces fameuses cellules, mais en fait, est-ce que c'est que les cellules satellites? Il y a des modèles, mais il y a aussi la matrice extracellulaire qui peut jouer, il y a des fibroblastes qui peuvent se transformer en myoblastes, donc c'est pas si simple quand vous regardez les éléments fondamentaux. Alors moi je vous montre juste la méta-analyse de 2018, vous voyez déjà il n'y a pas beaucoup d'études, je vous en ai mis 4 seulement, il y en a 6, mais il y a 2 études de niveau 2. Là je vous ai mis les 4 études assez récentes, 2015, 2014, 2016, 2017, sur PRP et lésions musculaires. Alors déjà, vous allez voir que déjà c'est des effectifs entre 75 et 90. Vous avez beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Dans les études. Et puis, vous avez beaucoup de professionnels, mais parfois, dans certaines études, vous avez des sportifs non professionnels. Ce qui est marquant, c'est de voir, par exemple, vous voyez l'étude de Martinez-Zapata, il y a des âges moyens à 45 ans. Bon, moi, je suis au-delà, donc je ne suis pas dedans. Donc, 45 ans, alors que toutes les autres études, vous voyez, c'est quand même des jeunes, hein, 25 ans, 28 ans, 22 ans. Donc déjà, sur les 4 études, vous voyez que ce n'est pas la même population. Est-ce que c'est comparable? Ensuite, il y a ce que je vous disais dans les 2 études randomisées contrôlées en double aveugle, c'est Martinez, Zapata et Röhring. Les autres ne sont pas forcément en double aveugle, ce qui induit des biais. Hein. Et le problème aussi, c'est pourquoi traiter des grades 1? Alors le problème, c'est des grades 1 en IRM. Alors moi, je ne connais pas le grade 1 en IRM par rapport au grade 1 d'échographie, mais je pense que Jacques Redino nous parlera de ça. J'ai pas creusé. Mais ça m'a semblé curieux de traiter des grades 1. Quoi. Voilà. Hein. Je me dis, c'est quand même polluer une belle étude. Donc, ensuite, vous regardez, il y a beaucoup ischio-jambier, beaucoup de membres inférieurs, en fait. Hein. Il n'y a rien sur le membre sup. Membre sup, rien. Donc, membres inf ou ischio-jambier hein, qui prédominent, sauf la fameuse Martinez-Zapata. Quand vous avez 45 ans, vous allez vous faire le gastroc, en fait, plus que les ischios. Mais voilà, il y a beaucoup sur l'ischio, en fait, globalement. Et puis, voilà, je vous ai montré aussi là les petites cases. À côté, c'est est-ce qu'on peut comparer le traitement PRP par rapport au niveau de la lésion et du volume de la lésion? Alors là, j'ai été super surpris. Dans la méta-analyse, ils nous mettent un volume en surface, 19 plus ou moins 25 mm carrés. Moi, j'aurais mis un cube, mais bon, je ne sais pas si en écho, on peut mesurer un volume. En tout cas, il en met en millimètres carrés, donc ça m'a surpris. Et puis, on voit que finalement, l'étude de Rossi, quand il parle d'une lésion d'1 cm fois 5 mm, il faut y aller hein, quand même. Hein. Faut mettre du PRP là-dedans. Ouais, c'est pareil, je me dis, c'est quoi ce bazar? Bon, après, les autres, on peut dire, ouais, d'accord, il y a des lésions de 5 sur 6 cm. Bon, d'accord, je veux bien. Hein. Mais, faut déjà, repartir à la base. Quoi. Ensuite, vous regardez la centrifugation des PRP. Alors, la centrifugation des PRP, alors vous voyez, c'est complètement hétérogène. Il y en a qui centrifugent à 1400 tours, 3 minutes, puis 3000, 4 minutes. Il y en a, on ne sait pas. Hein. Il y en a qui mettent du calcium, chloride, l'activateur. Il y en a qui ont dosé quand même ce qu'ils injectaient en termes de plaquettes. Voilà, donc très très hétérogène. C'est tout ce que je peux conclure. Je suis naïf, moi, hein. C'est tout. Hein. Donc, et puis, vous regardez dans le choix du volume à injecter, parce qu'on a dit, le volume, c'est quand même une thérapie régénérative. Si j'en mets peu, il n'y aura peut-être pas d'effet. Si j'en mets beaucoup, il y aura plus d'effet, j'en sais rien. Et là, vous voyez que ça peut varier de, alors je ne sais plus où c'est ma case, 4 à 8 millilitres jusqu'à 3 millilitres. Et puis il y en a un, il a dit je fais proportionnel à la lésion, le fameux Rossi. Mais il n'a pas dû mettre grand chose, hein. Parce que 1 cm la lésion, bon. Voilà le résultat de cette méta-analyse avec les 6 études cette fois-ci. Alors les 6 études, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que, alors je ne sais pas si vous savez lire une méta-analyse, c'est déjà l'hétérogénéité. Vous voyez l'hétérogénéité, I2 égale 95%. Ça veut dire que les études, elles sont totalement hétérogènes, vous ne pouvez pas les comparer l'une à l'autre. Tu peux prendre la souris si tu veux montrer. Oui. Là, juste là. Et vous voyez qu'il y a un petit P qui est très significatif, ça veut dire que toutes les études ne sont pas comparables en fait. Donc les auteurs, ils font quand même une méta-analyse là-dessus,
Et ils disent, voilà, si on fait du PRP sur toutes ces études, ben on gagne quand même 7 jours de retour to play, retour au sport, 7 jours. Voilà. Mais si on prend que les études double aveugle de très haute qualité, c'est-à-dire on fait une méta-analyse avec une analyse de sensibilité, c'est-à-dire je prends les meilleures études seulement, ben là ça sort plus. Ça sort plus, mais par contre, hétérogénéité 0%, donc on sait que les deux études se ressemblent. Et vous voyez que le résultat, c'est moins 5 jours avec un intervalle de confiance entre moins 12 et 0,84. Donc il y a 0 jours, donc il y a une possibilité, en tout cas, statistiquement, on pourrait se dire qu'il y a 0 jours, donc le résultat est négatif. Statistiquement. Même s'il y a moins 12 en intervalle de confiance. Voilà. Donc les ischio-jambiers, si vous prenez que les études d'ischio-jambiers, puisqu'il y a beaucoup d'études sur les ischio-jambiers, ben, ça ne sort pas non plus. Voilà ce que je peux vous dire de cette méta-analyse. Donc là, ils ont refait cette analyse de sensibilité. Et vous voyez que s'ils prennent les études double aveugle, ça ne sort pas. S'ils prennent les ischio-jambiers, ça ne sort pas. S'ils mettent tout ensemble avec des études en simple aveugle ou des muscles complètement différents d'une zone à l'autre, ben là, ça sort. Bon, bah après, quand on manipule les chiffres, des fois, ça sort. Hein. Donc ensuite, dans les méta-analyses, en fait, vous avez ce qu'on appelle la méthodologie GRAD. GRAD, ça veut dire qu'est-ce qu'on de ces connaissances, qu'est-ce qu'on en sort, quelle est la substantifique moelle. Et en gros, la méthode GRAD, elle vous dit est-ce que mon niveau de preuve, elle est basse, modérée, très haute. Et là, vous voyez que finalement, les preuves qu'on a actuellement, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ce matin, c'est qu'on n'a aucune preuve. On a modérément de preuves, en fait, qu'il n'y a pas d'amélioration du retour to play avec le PRP et avec un niveau de preuve modéré. Et on n'a pas de preuves sur la re-injury, donc les re-ruptures. On n'a pas de preuves sur les complications. On sait que modérément, il y a un niveau de preuve modéré qu'on ne fait pas prendre de risque en faisant du PRP. Donc quand on ne fait pas prendre de risque, il n'y a pas de complications, on peut aussi se poser la question de l'efficacité du produit, quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on raisonne en pharmacologie. Souvent, quand vous avez un effet, vous avez des risques. Ah, c'est comme ça, hein, c'est comme à la bourse. Quand vous prenez des risques, vous gagnez, ou sinon, vous pouvez perdre aussi. Donc, voilà. Et puis après, comme on trouve rien, les chercheurs, souvent, ils disent « Ah, je vais regarder la douleur, je vais regarder... la mobilité, mais en fait, les niveaux de preuve sont très bas. Très bas. Donc, moi, j'en conclus que le gold standard, c'est la rééducation, en fait. Donc, voilà l'étude de Röhring, je vais passer vite. Hein. Donc, vous voyez, c'est des patients de 18 à 50 ans. Faut pas qu'ils aient déjà eu une rupture, faut pas qu'ils aient eu déjà du PRP, faut pas... Enfin, donc, c'est des groupes très spécifiques. Et donc, il les randomise, 40 versus 39 sans PRP. Il y en a qui ont du salin, et puis les autres, ils ont le PRP. Et voilà le résultat. Return to play. Ça, c'est les Flamands. C'est pas bon, les Flamands. Donc, là, les return to play, c'est 42 jours sur les ischio-jambiers. Et que ça soit PRP ou pas PRP, c'est 42 jours. Et vous voyez les courbes de return to play, des courbes de survie, c'est pas de survie, mais c'est de return to play, là. Elles se croisent. Alors le PRP, il est un peu mieux au début, mais après, c'est pareil. Voilà, bon. Il n'y a rien, quoi. Alors les critiques de tout ça, hein, quand on lit les articles, c'est que a priori, il y a une durée variable entre l'apparition de la lésion et l'injection. Des fois c'était 3 jours, des fois 5 jours. Certains disent qu'il faut aller très rapidement. Il y avait dans l'étude de Röhring, les Flamands, que 2 séances de rééducation coordonnées par un kiné, puis après c'était de l'autorééducation, d'où l'idée que peut-être que les professionnels athlètes, ils faisaient mieux leur programme que ceux qui n'étaient pas professionnels. Et donc, certains ont critiqué cette étude à cause de ça, avec une compliance incertaine des sujets non professionnels. Et puis, ce groupe a suivi ces patients pendant 1 an et ont regardé s'il y avait un taux de récidive. Et là, déception totale. Pas de différence sur les ischio-jambiers sur le taux de récidive, que ce soit PRP ou placebo.
Alors, dans la critique de tout ça, hein, parce qu'il faut bien écrire quelque chose dans l'article, certains disent bah oui, mais la fenêtre d'injection, elle doit se faire à 2 jours post-lésion. Bon, pourquoi pas, quel est le rationnel, je sais pas. Et puis, dans le dosage en fait du volume qui a été injecté dans la lésion, il y a les auteurs, ils disent ah bah oui, mais on a injecté 2 fois et demi moins que ce que Carpenter et Wright avaient dit qu'il fallait faire. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on s'est planté. Bon. Voilà, ensuite vous avez Rossi, qui a fait PRP avec rééducation versus rééducation seule. C'est la rééducation qui gagne. En fait, la rééducation est au milieu, le PRP est la courbe du bas, donc qui semble mieux, mais bon, c'est pas statistiquement significatif. Et ils ont fait un 3e bras, en fait, tiré au sort, qui s'appelle le PPP. Donc c'est un plasma, mais pauvre en plaquettes. Il y a plasma riche en plaquettes, plasma pauvre en plaquettes, et en fait, ils ont comparé plasma pauvre en plaquettes versus plasma riche en plaquettes, et là, c'est le plasma riche en plaquettes qui gagne dans cette étude. Mais qui gagne, en fait, si vous regardez les bot plots, vous voyez que la rééducation gagne parce que c'est la seule qui est des patients qui retournent au play le plus rapidement hein, dans l'étendue. Donc j'en conclus que la rééducation c'est bien. Donc bah voilà, après il faut discuter. Actuellement on n'a pas de preuves, mais globalement, en fait tout ça, ça part d'études fondamentales sur les cellules, sur des travaux fondamentaux. On a prouvé que ça marchait le PRP. Sauf que quand on le fait chez l'homme, bah ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut raisonner ça dans son ensemble. Il faut raisonner probablement qu'il faut des stimulus mécaniques. Ça, on est sûr. Il y a moi je les ai pas mis les articles, mais il y a des articles sur souris, tout ça, qui montrent bien que si on étire, c'est mieux que si on fait rien, etc. Donc il y a un stimulus mécanique, il y a un stimulus biologique, il y a un stimulus cellulaire, il y a un stimulus de la matrice extracellulaire, et donc il faut tout mettre ça en musique dans un timing bien défini. Et donc finalement la recette, on sait que ça marche, mais on ne connaît pas la recette, quoi. Donc vous avez par exemple dans la rééducation, les Suisses, eux, ils disent c'est pas le protocole RICE, c'est le protocole POLICE. Pourquoi? Parce que en fait POLICE c'est Protection of Loading, je protège l'étirement au début. Et après, c'est ICE. Après, c'est Compression and Elevation. Bon, ils ont mis Paul, quoi, au lieu de R. Bon, c'est tout. Hein. Mais eux, ils disent c'est Police. C'est fini. Bon, alors, donc, du coup, en fait, voilà, le problème, c'est quelle est la recette? Donc, la recette, c'est ça, en fait. Il y a des travaux fondamentaux qui montrent qu'il y a une attraction des fibroblastes, il y a les myotubes qui prolifèrent et puis qui vont régénérer la fibre dans une chronologie de temps, hein, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, avec des analyses histologiques, etc. C'est les travaux de Jarvinen. Il est très bien fait, cet article. Regardez cet article de Jarvinen, il est très bien. Et puis, ben voilà, en fait, il faut... moi, dans la discussion, je me suis dit, bah ouais, mais quand est-ce qu'il faut faire le PRP? En fait, dans les études in vitro, on arrive beaucoup à faire proliférer les études, mais par contre, on a beaucoup plus de mal à dédifférencier les cellules. C'est-à-dire que dans la phase où vos myoblastes sont proliférés et qu'il va falloir qu'ils fusionnent, la dédifférenciation, elle est quand même beaucoup plus compliquée. On arrive à faire proliférer, mais la dédifférenciation est plus difficile. Et puis, il y a aussi cette fameuse, pourquoi les noyaux qui sont dans ces fibres vont se mettre au milieu en remodelage. Là, je ne sais pas pourquoi, il y a une attraction des noyaux au milieu. Et donc, voilà, vous avez une espèce de soupe à faire. Le PRP est considéré aussi comme antifibrosant. C'est-à-dire que les fibroblastes vont faire peut-être moins de cicatrices, mais est-ce que c'est pas aussi le mécanique qui fait ça, hein, plus que le PRP? Et puis, quand on analyse en fait ces facteurs de croissance dans ces PRP, on voit bien qu'il y a des facteurs négatifs et des facteurs positifs. Alors peut-être que si on met la potée comme ça, ça s'annule en fait. Et il y a certains groupes qui disent, bah là, moi je vais mettre des anticorps pour enlever le TGF-alpha, machin, parce que je veux que la dédifférenciation, quoi. Donc il y a des groupes qui commencent à se dire ça. Voilà, donc je vais avancer, la conclusion. Hein, donc voilà, a priori, effectivement, il y a des facteurs de croissance qui sont intéressants dans ces produits. Il va falloir enlever probablement la myostatine et la TGF-bêta1, comme certains le préconisent, mais c'est toujours in vitro, ça n'a pas été fait chez l'homme encore. Et la question, c'est comment on dédifférencie, à quel moment il faut les injecter,
au mieux. Et voilà, c'est des hypothèses qui vont être travaillées. Et puis surtout ce rôle antifibrosant en fait. Quel produit a le rôle antifibrosant? Il y a certains groupes qui proposent d'utiliser le losartan. Le losartan est un inhibiteur de l'angiotensine 2 et a priori ça inhibe les fibroblastes. Donc il y a certains groupes qui proposent ça. J'ai pas creusé les articles, mais il y a quelques articles, il y en a 5 ou 6. Et puis donc moi là, ce que je conclus comme naïf, il faut mieux connaître les voies de signalisation, hein. Ces voies de signalisation, elles sont pas que biologiques, elles sont aussi mécaniques, avec toute cette matrice extracellulaire, hein, qui est bien décrite dans l'article de Jarvinen. Il y a des messagers entre la matrice extracellulaire, les protéines de membrane et le sarcomère. Et ce qui, a priori, on pense que ces protéines-là, l'aminine, et des protéines associées à dystrophine. Hein. Nous, on connaît très bien ça en maladies neuromusculaires dans les centres de référence. Et ces protéines ont des rôles aussi de transmission de messages. Et donc, le stimulus mécanique rééducatif est très important dans ce sens-là. Voilà, et construire cette thérapie gérminative, ça va être adapté aux connaissances sur des rationnels précis, probablement fondamentaux, mais il y a surtout le timing aussi qu'il va falloir voir. Voilà, je vous remercie.